chaîne 22, bon midi à tous et bienvenue. L'heure de votre émission de commentaires sur l'actualité. Merci mesdames et messieurs de votre fidélité. Quand nous avons tout essayé, lorsque tous les modèles semblent avoir été épuisés, quand le système a réuni toutes les conditions de sa disparition, comment envisager le renouveau? La reconstruction du tissu social exige quelle mentalité? C'est quoi la philosophie politique adéquate dans cette perspective de la nécessité d'un nouveau paradigme politique en Haïti? On va poser la question à notre invité, mesdames, messieurs, accueillons Emmanuel Ménard, qui est le président du parti Force Louverturienne Réformiste, notre invité du midi. Monsieur Ménard, bon midi et bienvenue. Monsieur Saint-Fort, le plaisir est pour moi de vous saluer et de saluer aussi les téléspectatrices, les téléspectateurs de la chaîne 22. Encore une fois, merci de répondre positivement à notre invitation. Vous cherchez, on le comprend bien, désormais une place plus définie sur l'échiquier politique, selon ma compréhension, et c'est à votre honneur. Mais vous avez un passé, Emmanuel Ménard, un passé de serviteur de la nation. Vous avez occupé pas mal de fonctions dans l'État. On ne va pas prendre le temps de tous les citer, ils sont nombreux. Vous avez souvent exprimé de bonnes idées dans le processus de la reconstruction de notre État. Que faites-vous aujourd'hui? Quelles sont vos préoccupations majeures? Aujourd'hui, je m'occupe de mes affaires privées et je m'occupe bien sûr de la Force qui a été présentée le dimanche 9 décembre au grand public. Ce n'est pas un nouveau parti, c'est un parti qui a déjà 8 ans sur la scène politique, qui a participé à plusieurs élections. Aujourd'hui, nous devons avoir l'intelligence des conjonctures. C'était le parti louverturien, né au lendemain du séisme. Et aujourd'hui, nous avons d'autres préoccupations. Nous avons fait aussi un constat et nous voulons présenter aujourd'hui à la nation un nouvel outil politique pour nous permettre de bien gérer ou de mieux gérer le pays parce que les problèmes sont immenses et nombreux. On va en parler profondément à cette émission, mais aujourd'hui, certaines personnes ne veulent même pas parler de conjoncture. Il y a plutôt une suite, selon certains, une suite régulière de mauvais moments politiques d'un processus démocratique mal engagé. Tout le monde, ou presque, croit aujourd'hui qu'il faut envisager le grand virage. De votre lieu de philosophe, d'homme de lettres, comme on aime vous appeler, c'est quoi votre lecture holistique, globale de la situation actuelle? Sans vouloir alarmer personne, je vous dis rapidement que la situation de notre pays est alarmante à tous les niveaux. Je dis souvent, ce sont les détails qui font les grandes choses. Or, en Haïti, nous laissons passer souvent les détails. Un problème au niveau de la justice, c'est pas grave. Un problème au niveau de la procédure administrative. Bref, nous laissons passer. Et aujourd'hui, nous sommes dans un marasme politique né des situations qui ne sont pas nouvelles, des situations qui se sont accumulées au point de vue de la gestion de la res publica et nos différents choix au niveau politique, au niveau économique, au niveau social. Je me souviens, comme si c'était hier, la grande bataille menée par certains parlementaires qui se disaient contre le néolibéralisme, des grandes batailles pour des choix politiques au niveau du système politique, à l'occasion du vote de cette Constitution 1987 et la 1987 amendée. Mais ces choix se sont révélés des choix qui n'ont pas apporté les résultats escomptés parce que nous sommes toujours dans les mêmes problèmes. Nous changeons de couteau à chaque fois, mais nous dirions, ce sont les lames qui ont été changées, nous avons les mêmes manches. Aujourd'hui, nous devons changer les lames et les manches, nous devons pouvoir nous parler, dialoguer ensemble pour dégager un nouvel espoir pour ce pays. Vous avez mentionné la Constitution et permettez-moi de vous arrêter un petit peu pour vous poser la question. Les opinions sont partagées, certes, mais un certain nombre de personnes est d'accord pour dire que dans la littérature, le texte de la Constitution dont vous avez fait le mention tout à l'heure,
à la base, c'est une très bonne littérature. L'aspiration à travers ce texte est énorme. Pourquoi on n'a pas réussi dans l'application, dans la mise en œuvre? Qu'est-ce qui nous a empêché de mettre cette constitution, cette charte en vigueur qui voulait à la base assurer le bien-être de la population haïtienne? Je vous dis tout de suite que c'est une constitution qui a un caractère démocratique. Et nous devons à tout prix conserver les acquis démocratiques et les institutions prévues par cette constitution. Moi, j'ai fait l'analyse de cette constitution et il y a eu beaucoup de lois particulières qui devraient être votées par le Parlement pour pouvoir appliquer la Constitution. Quand la Constitution prévoit, par exemple, la réforme agraire, ben, il faut l'institut, il faut l'office et ensuite il faut les lois pour pouvoir appliquer cette vision constitutionnelle. Quand on parle le protecteur du citoyen, c'est une nouvelle institution. Le Conseil électoral, parce que dans le temps, c'était le ministère de l'Intérieur, c'est l'exécutif qui préparait, qui organisait les élections à tous les niveaux. Mais aujourd'hui encore, nous sommes dans une situation provisoire au niveau de cette institution qui est chargée d'organiser les élections. Mais si je m'attarde un petit peu, parce que j'ai eu plusieurs interventions, si nous sommes aujourd'hui encore dans une situation provisoire, c'est tout simplement la Constitution elle-même, dans l'écriture, il y a une discipline qui s'appelle la légistique. Quand vous rédigez une loi, il faut faire appel à toutes les compétences. Ce ne sont pas les hommes de loi, ce ne sont pas seulement les parlementaires qui peuvent se prononcer, les psychologues, les sociologues, les historiens. Et la légistique, c'est ce qui nous permet de bien rédiger et de ne pas laisser le flanc aux interprétations les unes les plus farfelues que les autres. Aujourd'hui, le débat est lancé, puisqu'au niveau du Parlement, il y a 2 commissions qui ont été créées, l'une au niveau de la Chambre basse et l'autre au Sénat de la République. Je crois savoir que la commission de la Chambre des députés a bouclé un premier travail. Il y a eu des rencontres bicamérales entre les 2 branches du corps législatif et nous attendons voir, mais nous avons aussi notre position. Et comme on parle maintenant d'amendement, moi, j'ajoute des éléments nouveaux. La Constitution, aucune Constitution ne saurait être immuable. Aucune loi ne peut être immuable. La Constitution elle-même prévoit les clauses de son amendement. Mais la Constitution ne pourrait pas enlever ce droit souverain au peuple de décider de se doter d'une nouvelle Constitution. Vous parlez là d'une application au contexte. Donc, il y a eu une évolution au sein de la société. Il faut que les lois qui nous dirigent soient applicables, soient adéquates au bien contexte. Sûr, au niveau sémantique, juridique, quand nous parlons d'amendement, notre compréhension politique de ce terme veut, quand on change la Constitution dans les formes prévues par cette Constitution elle-même, c'est-à-dire présenter les propositions d'amendement, l'opportunité de l'amendement, et ensuite, à la législature suivante, nos honorables sénateurs et députés vont se plancher sur le texte de l'amendement lui-même. Mais cependant, nous ne pouvons pas, au point de vue juridique, le principe de base veut, lors d'un amendement d'un texte constitutionnel, moralement, on ne saurait amender les clauses de l'amendement elles-mêmes. Ce serait faire sauter les verrous. Cependant, si nous disons, à partir d'un consensus national, qu'il y a beaucoup à faire, tout en gardant son caractère démocratique, nous voulons nous doter d'une autre constitution. Donc, la loi elle-même ne peut pas constituer une barrière pour le souverain. Assez souvent on dit on ne peut pas faire de référendum. La Constitution a prévu qu'on ne peut pas consulter le peuple sur l'amendement de la Constitution par voie référendaire, mais on peut convoquer le peuple pour consulter la population sur d'autres questions d'ordre public, sur des questions sociales, mais
Nous sommes maintenant à un carrefour où rien ne marche. Salus populi suprema lex esto. Le salut du peuple est la suprême loi. Je ne suis pas un anarchiste Et elle a été mise en le disant. Et ce salut est mis en cause. Mais quand nous sommes à un carrefour où tout ne marche pas, quand nous traînons derrière nous depuis 1986 un long fardeau d'une transition qui continue, qui perdure, maintenant, il faut enlever l'initiative à ces donneurs de leçons qui nous viennent de l'étranger assez souvent, nos amis de la CARICOM qui n'ont pas l'expérience politique que nous avons. Ce sont des pays qui ont eu leur indépendance il y a quelques années. Mais il nous faut l'intelligence de cette conjoncture pour proposer du nouveau à la nation, pour demander à cette nation, vous voulez quel État? Et si nous voulons construire un nouvel État, nous allons construire quelle société? Et cette société que nous voulons construire, nous voulons quel citoyen? Et si nous savons quel citoyen nous voulons, nous allons maintenant, à travers l'école haïtienne, savoir comment les former, les curricula. Tout est à la base, l'éducation. Parce que assez souvent nous disons, ah, n'est-ce que ça dans l'État, n'est-ce que ça dans telle institution, n'est-ce que ça dans la police, n'est-ce que ça dans l'armée. Mais nous oublions que ces hommes qui font partie de ces institutions aujourd'hui, qui ne marchent pas, qui font partie de cet État qui nous gouverne, parce que l'État gouverne la nation est au-dessus de l'État. Ces hommes et ces femmes sont des produits d'une société, une société en déliquescence, une société qui, à travers ses élites, une société qui a failli à sa tâche première. Emmanuel Ménard, face à cette conjoncture, cette lecture holistique que vous venez de nous donner, vous gagnez plusieurs outils de travail au niveau de l'éducation, ou militer, ou gagner des lots instruments que vous engagez avec eux pour voir comment vous êtes capable de façonner le changement qui est nécessaire là. Mais là encore, depuis 2010, vous faites ce lancement officiel là, un nouveau parti politique. Moi, je me pose la question, n'est-ce pas un parti de trop? Et nous connaissons que Emmanuel Ménard, comme monde, comme homme de lettres, comme politique, je dis, gagne des affinités avec d'autres structures existantes et qui peut-être partager, les idées fondamentales. Pourquoi un nouveau outil politique? Pourquoi un nouveau parti sur la plateforme politique? C'est un nouvel instrument, mais pas un nouveau parti. Nous avons proposé à la nation les nouvelles structures de ce parti. En 2010, les fondateurs, avec la vision louverturienne, étaient venus avec le parti louverturien. Mais aujourd'hui, ça a bougé, ça a évolué. J'ai dit tout à l'heure l'intelligence des conjonctures. Nous sommes dans une conjoncture particulière. Et c'est pourquoi nous disons que nous offrons une troisième voie. La troisième voie, c'est le réformisme haïtien. Nous avons connu toute forme de régime politique après ce qu'on a appelé la libération de 1986. Nous avons eu des gouvernements militaires, nous avons eu des gouvernements de gauche, nous avons eu des gouvernements de droite ou de centre-droit. Et pourtant, nous sommes toujours dans le même pétrin. Eh bien, nous devons proposer du neuf. Mais nous ne pouvons pas faire tout à fait, il n'y a pas de génération spontanée, mais nous n'allons pas faire du neuf avec du vieux ou dans du vieux. Mais nous disons un nouvel espoir que nous voulons proposer. Attendez un instant. Vous prêchez, si j'ai bien saisi votre discours lors du lancement officiel de votre parti, vous prêchez l'égalité devant la loi, la répartition de richesses, la bonne gouvernance, la transparence, la citoyenneté pour la reconstruction de Nouvelle Haïti. Ce n'est pas un discours nouveau.
Pourquoi fallait-il une nouvelle structure pour prôner ça? Vous pourriez le faire à travers d'autres structures existantes. Il y a un problème de méfiance par rapport aux partis existants et vous vous dites, pour mieux faire passer le message, il me faut un nouvel outil. Il faut l'instrument politique parce que force, il n'y a pas, ce n'est pas un homme parti. Je ne suis pas maître de ce mouvement. Ce sont des hommes et des femmes qui se sont mis d'accord pour se lancer dans la politique. Moi, ça fait depuis longtemps que je milite dans la politique, mais il y a des figures nouvelles, des jeunes, ceux et celles qui ont laissé leurs entreprises personnelles, qui ont laissé le secteur privé, qui ont laissé l'université pour s'engager dans ce combat nouveau. Et ce combat nouveau, c'est premièrement faire de la politique autrement. Moraliser la vie publique. Ces gens-là que vous avez fait mention tout à l'heure, ce sont des têtes qu'on connaît, des noms connus à travers la société. Oui, qui sont ces gens? Je n'ai pas tout. Je ne voudrais pas oublier, mais je vous présenterai tantôt le directoire et avec des hommes et des femmes nouveaux. Et des hommes qui ont déjà milité dans le parti, qui ont voulu rester, faire cette nouvelle expérience. Mais je voulais vous dire que nous avons choisi de présenter cette structure politique pour nous débarrasser des scories, pour nous débarrasser des mauvaises habitudes, des mauvaises pratiques. C'est un parti dont les membres du directoire sont issus du choix de l'Assemblée. Je ne suis pas, en tant que président, le maître à tout faire du parti politique. Il y aura bientôt l'inauguration de notre siège social où nous allons présenter les commissions permanentes et les commissions spécialisées. Nous allons miser sur la jeunesse, l'une des innovations dans cette structure politique. On peut être membre du parti avec l'autorisation des parents avant l'âge de la majorité. Donc c'est jeunesse louverturienne et réformiste à partir de 15 ans. À partir de 15 ans, il nous faut inculquer à cette jeunesse le goût de bien faire, le respect de la loi, le civisme. Je dis à tout le monde a passé, il a monté le drapeau, il n'a pas pour être ni chapeau ni camper. Mais pour le rouetter chapeau ou bien pour le camper, il faut que ce morceau d'étoffe vle dire un bagay pour lui. Pour mieux se situer par rapport à la philosophie de votre structure, si vous permettez, passons par le nom. Parti. C'est la force louverturienne réformiste. Toussaint Louverture. Toussaint Louverture. Et ses valeurs, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce débat et par rapport à cette conjoncture? Nous sommes dans une situation où il faut un renouveau, où il faut un grand virage. C'est quoi ces valeurs que vous tirez de Toussaint Louverture et qui répondent à l'exigence du moment? Toussaint Louverture, c'est le précurseur, celui qui incarne l'ordre, la discipline, le travail. Nous devons maintenant restaurer la dignité de l'État à travers un État fort, un État démocratique, respectueux des lois. La démocratie, c'est la dictature de la loi. Il faut respecter la loi. Quand nous contournons la loi, eh bien, nous tombons dans le chouboum. Eh bien, ce personnage qui n'est pas controversé, qui est avant l'indépendance, c'est un personnage, c'est une figure emblématique mondiale qui représente la fierté du nègre, du noir, symbolisant une lutte pour l'émancipation de tout un peuple, de toute une race. Toussaint Louverture, vous savez, comme gouverneur général de Saint-Domingue, a doté Saint-Domingue, avant son indépendance, de sa première constitution, a donné Saint-Domingue de son premier drapeau, qui était un drapeau de couleur blanche, timbré d'une tête de nègre. Maintenant, nous ne voulons pas rentrer dans les débats. Je ne dirais pas que ce sont des débats stériles en Dessalines, entre Pétion, entre Christophe. Il nous faut prendre l'essence, il nous faut nous inspirer du travail de nos ancêtres,
de tous les ancêtres. Mais cette philosophie-là que vous exprimez, Emmanuel Ménard, si vous permettez, il y a des similitudes avec des idéologies politiques dominantes. Et quand vous dites que vous n'êtes ni à gauche ni à droite, on est censé vous croire. Nous ne sommes pas non plus au centre. Nationalistes. Parce que nous sommes des réformistes patriotes. La patrie. Nous ne pouvons pas. Bien sûr, nous sommes aussi des nationalistes. Mais aujourd'hui, le monde est un village. Nous n'allons pas fermer Haïti pour dire que c'est nationaliste. Mais par contre, nous disons Haïti d'abord. Et quand nous disons Haïti d'abord, eh bien, quand nous voyons la balance déficitaire de notre pays, nous mangeons l'autre gens, nous habillons l'autre gens. Est-ce que vous savez, en prenant le retour aux valeurs nationales, dans le genre de manger, nous avons commencé à faire économie. Nous ne pas manger à Cassan encore, mais pendant ne pas manger à Cassan, manger cornflakes le matin, nous ne pas manger cornflakes. Ils fait cornflakes en Haïti. Rapport avec l'importation et la production locale. Mais c'est même maïs à nous manger sous l'autre forme. Ils fait quitter Doukounou. Ils fait pas aimer l'âme véritable. Ils fait pas aimer pomme terre. Nous pas manger yam. Maintenant, sur la table de l'haïtien en général, même de l'haïtien moyen, nous pas mettre vivre encore les produits vivriers, nous pas mettre vivre encore. Tout le monde sont du riz à un accent aigu viande. Alors que une bonne nutrition, l'alimentation, est-ce qu'on connaît gens manger, gens peuple manger, il fait partie du patrimoine. Il doit considérer comme patrimoine immatériel. J'en habillé. Si on dit qu'on est à qui j'en habillé, là on dit qu'on est la tenue de ville. J'en ai là. Nous sommes en tenue de ville. Mais pour quelle ville? Les bon bagaille, ils disent nous, vous prenez ce vin à la température de la salle. Mais quelle température, de quelle salle et de quel pays nous parlons? Aujourd'hui, l'Africain, regardez les Nations Unies, il vient à costumer, il vient à bagaille. S'il vous plaît, je ne vais pas dire tout le monde pour retourner avec la vareuse du paysan, pour nous mettre à le fond. Non, je ne suis pas en train de sombrer dans le folklorisme. Cependant, nous devons s'identifier à son espace. Ah ben bien sûr. La troisième voie, quand je dis ni à gauche ni à droite, ce n'est plus l'époque des griots, c'est nationaliste, haïtien. Non, nous devons prendre tout ça bon à droite, tout ça bon à gauche. Moun assez souvent qui se disent des centristes, ce sont ceux qui ont peur de s'identifier à la droite ou à la gauche. Mais nous autres, nous disons que nous sommes la troisième voie. Et cette troisième voie, c'est quand nous aurons pris tout ça bon ni à droite, ni à gauche, ni au centre pour proposer un nouveau bagage, un bagage neuf. On comprend bien les valeurs, mais avant d'arriver à la réforme que vous prenez, comment construire cette force? Cette force va se construire à travers la jeunesse, à travers les paysans, à travers les femmes, à travers nos frères et sœurs de la diaspora qui représentent pour notre parti cette force formelle qui doit être considérée comme le levier du développement. Est-ce que vous savez, au niveau de la diaspora, nous avons une grande compétence. En pile, le monde de la diaspora, il y a un savoir. Il y a mieux formé peut-être, passez-nous. Il y a des expériences professionnelles plus poussées avec la technologie. Mais nous autres, nous connaissons mieux le terrain, nous connaissons mieux la mentalité, les mœurs de nos frères et sœurs. Eh bien, si nous couplons les deux bagages, notre connaissance du terrain, notre connaissance du milieu, avec le savoir de nos frères et sœurs de la diaspora, pour répéter le professeur Grégoire Eugène, le miracle haïtien est possible et maintenant, c'est maintenant ou jamais. On pourrait vous taxer d'utopiste dans le sens que ce que vous prenez là, d'autres posent le problème un peu plus haut sur le plan anthropologique. Il y a une méfiance qui se dégage entre les Haïtiens. Il y a un tissu social à reconstruire, à reconstituer. Et si nous ne pas passer par là, ça va prôner là, les risquer rester dans le cadre utopia. Et il y a toujours, à mon sens,
un travail antérieur à faire par rapport à Swap Mandela. C'est vrai qu'il faut conjuguer ces capacités que nous gagnons et à l'intérieur et à l'extérieur du pays, mais le tissu social déchiré. Oui. L'autre disait déjà, il suffit au rêveur de croire en son rêve. Mais si un peuple ne rêve pas, ce peuple ne peut pas produire. Nous devons atteindre quelle vision, quel est notre rêve pour Haïti? Nous ne pouvons pas continuer à mobiliser le peuple autour de sa misère, autour de sa souffrance, autour de cette douleur. Nous devons apprendre la jeunesse à rêver à des lendemains meilleurs. Et quand ce rêve est une construction plurielle, quand ce rêve n'est pas sorti en tête un monde, un groupe monde, une idéologie, mais c'est un rêve d'une jeunesse, c'est un rêve de tout un peuple qui dit aujourd'hui, nous avons trop souffert, nous pouvons tout oser. Eh bien, aujourd'hui, nous allons oser être la troisième voie. Quand nous disons être la troisième voie, ce n'est pas un discours d'exclusion. Nous disons que nous sommes la troisième voie, mais c'est la voie à suivre. La voie à suivre pour une construction ensemble. Pas aucun groupe politique, pas aucune idéologie. D'ailleurs, toute idéologie a échoué en Haïti. Eh bien, essayons autre chose. L'on équipe football a joué, nous avons joué 4-4-2, nous virons et nous mettons grain de monde en pointe, nous ça pas marché. Eh bien, mais en deuxième mi-temps, eh bien, nous avons l'opportunité de reconstruire l'équipe, de pulser une nouvelle force à nos joueurs. Par rapport à cette force, justement, soyons pragmatiques. Pragmatique. Et je dis à gagner de l'autre monde qui gagne de nouvelles structures politiques qui prônent même renouveau ça et gagnent une dynamique d'alliance par rapport à ces différentes structures qui souhaitent ce renouveau. Est-ce que, pas besoin de citer des noms, mais il y a de nouvelles structures qui ont émergé et qui apportent le même message, ça, toujours dans la même dynamique de chambarder système en place là. Est-ce qu'on a une dynamique ça ou même? C'est une bonne chose quand vous voyez des hommes et des femmes qui veulent se mettre ensemble. Dans tout gros pays, on dit ici, il y a pile parti politique, il y a candidat à la présidence. En France, aux États-Unis, c'est un domaine qui prend nous là. Peut-être que la presse, dans le pays, ça n'a pas fait un pile écho de yo, yo pas percé, yo pas connaît, mais il y a pile structure politique. Structure politique ou est grand pile yo, il sorti de la faiblesse de la loi sur les partis politiques. C'est la loi qui organise, qui te demande plus de bagailles, plus garantie, plus structure. Et puis, par exemple, moi, j'étais président du conseil, du collège transitoire du conseil électoral. Je participais dans plusieurs séminaires, mal fait observation électorale. Mais est-ce qu'on connaît, il y a des pays, par exemple, Mexique, qui ont taux ou fait l'élection, ou pas l'autre élection. Ça veut dire pas éligible pour présenter candidat encore si taux fait très faible. Il y a des gens qui parlaient d'une élection à la proportionnelle. Ça veut dire pour un parti, on graine courant de pensée, pas venir les rafler toute bagaille. Mais l'orgon chambre ou font élection à la proportionnelle, ou bien les collectivités locales, ou vin gagner une mosaïque de monde qui est élu et puis laisser ça débat qu'a fait. Parce que ça vient arriver. Je vais retourner sur la Constitution. Avant, je me songer pour me tourner de façon pragmatique. Nous avons une Constitution que nous copions un peu sous la France, un peu sous les États-Unis, un peu. C'est vrai, laissez nous chercher nous. Et tout le monde avait peur d'une dictature personnelle. Et nous sortis d'une dictature personnelle. Il y a des gens qui disent que nous sommes dans un régime d'assemblée. C'est une dictature parlementaire. Le président de la République n'a pas le pouvoir de dissoudre les chambres, alors que les chambres ont le pouvoir de renvoyer son premier ministre, l'ensemble du gouvernement. Le Sénat peut même s'ériger en haute cour de justice pour juger le président de la République. Donc, on vit une dictature d'assemblée. Mais cette dictature d'assemblée, très longtemps, c'est l'autre qui disait déjà, et c'est le pouvoir qui doit arrêter le pouvoir. Mais chaque pouvoir fait pour le gain limite, et le pape qui distrait par l'autre pouvoir dans ses attributions constitutionnelles et légales,
Mais le pouvoir doit arrêter le pouvoir. Là, nous regardons par exemple au niveau où on va avec les CSPJ, mais qui pas qu'à marcher trop la gestion de la justice. Ou bien le ministère de la Justice qui normalement fait l'administration de la justice. Ou bien le CSPJ qui est côté à travers l'inspection judiciaire, qui est le gendarme de la justice qui doit veiller, qui chante tribunal à marcher. Ou bien les juges de paix qui n'ont pas de mandat, qui sont à la solde du commissaire du gouvernement ou du ministère de la Justice. Les commissaires du gouvernement qui ont envie de changer, non, un procureur, pour avoir un mandat tout, pour ne pas prendre n'importe l'ordre, et même s'ils représentent le gouvernement au sein de l'appareil judiciaire. Mais nous, pour nous réfléchir sur tout ça, nous ne pouvons pas l'inventer là, où on peut le pays qui fait le déjà. Eh bien, nous proposons aussi, parce que le savoir le fait là, on prend le temps de voir nous, depuis la proposition constitution. Ah bien, nous autres, comme on parle maintenant de grand dialogue, nous autres, nous avons proposé la tenue d'un sommet national. Attendez un instant, Emmanuel Ménard. Par rapport à la constitution que vous évoquez à plusieurs reprises là, il y a des gens qui croient que ce n'est pas un problème de littérature, il apparaît à la base parce que justement, malgré la faiblesse de la constitution 1987 là, et malgré l'amendement qui fait là, qui lui-même tout a faiblesse, il y a un problème concret. Dans la pratique, nous ne sommes pas en mesure de mettre les lois en pratique, de respecter nous-mêmes déjà comme autorité et faire appliquer pour l'ensemble de la société. Et ça qui est à la base, selon un peu l'analyse, c'est cette dynamique de défense d'intérêts de groupe et d'intérêts personnels. N'est-ce pas là le vrai problème et c'est dans dynamique ça que nous devons aborder. L'intérêt de groupe là, pas de problème. Parce que l'intérêt de groupe là, est-ce que groupe ça, lui présenter des intérêts, mais intérêt ça, c'est au bénéfice de plus d'un, au bénéfice du plus grand nombre. Pas de problème. C'est un jeu d'intérêt, là, n'a fait politique. Si vous ça pas de compétition, ça veut dire mon intérêt. On parle là strictement matériel. Oui, non, intérêt en général, matériel là donne tout. Parce que là, nous dit que la condition de vie du peuple, c'est une condition matérielle aussi. Actuellement, il y a trop de grand goût, il y a trop de chômage, la goutte ne vaut rien. Et on a l'impression que la gestion du pays se fait au jour le jour. Il n'y a pas de grande politique publique qui est annoncée avec un devoir de résultat pour que les ministres, les directeurs généraux puissent rendre compte d'abord au chef du gouvernement, au chef de l'État ensuite, qui est au-dessus et qui doit regarder est-ce que sa feuille de route, est-ce que tel ministre est fait. Mais le devoir de contrôle aussi du Parlement. Mais quand le Parlement lui-même implique directement dans la formation du gouvernement, comment que lui-même il parle les ministres, ou parle bon jeu d'intérêt mesquin qui noyait dans l'intérêt général. Mais c'était pour dire tout à l'heure, Constitution jeune là, nous avons un problème de financer aussi cette constitution. Cette constitution, le prévoit pile bagage, nous pas comme pour nous faire. Ou en France, pendant que nous avons morcelé, en France, une pile région, il y a pour regrouper. Parce que manquait l'argent. Nous-mêmes, nous créons pile entité. Il y a des communes là, on a près de 100 combien de députés. Tout le monde a parlé de réduction de la taille de l'État. Nous avons besoin de taille de la fonction publique pour aller service. Et en attendant que nous fassions décentralisation, nous devons commencer avec déconcentrer les services. Il n'est pas possible pour nous, il y a des côtés là, pas de la police du tout. C'est parce que c'est un bon peuple. Je vous arrête un peu sur le mot service. Et je souligné dans l'introduction volontairement qu'on vous reconnaît comme étant un homme de service. Et au service sur plusieurs administrations. Direction nationale, télévision, radio nationale, bibliothèque, où tu es à un moment responsable municipalité d'Elma, ou c'est un homme de service, ou c'est un homme d'action dans le sens que vous occupez des fonctions et il est certain que ce n'est pas pour des intérêts personnels. Et sinon, peut-être que l'engagement au niveau de la politique, je dis, il n'est pas passé par là. Mais, qui ça me l'a dit, Emmanuel Ménard, Léo évoqué non, c'était mon dit, M. Son Duvalier, c'est son ancien allié des Duvalier. On Duvalier risque dans l'âme. Et pour me citer des mondes qui peut-être veulent une critique acerbe par rapport à vous, ou service ou gouvernement en tête calée. Je dis, on va remettre en question le système, non, mais monde
qui est au service de système et qui travaille pour perpétuer ce système. Ça. Donc, créer une force autour de ces idées, de ces belles idées, comment dynamique là implémentée? Ce n'est pas ma personne. Ça, ouais, ça, il finit disparaître. Des gens qui étaient sous ma gloire ou bien qui sont estimés que tu viens servir sous Duvalier. Bien sûr, j'ai servi sous Duvalier, mais j'ai servi l'État, le gouvernement. Il y a des moments, son dictature, l'État se confond avec le gouvernement. J'ai servi sous des gouvernements militaires, j'ai servi sous des gouvernements de gauche ou de centre-gauche, j'ai servi sous des gouvernements de droite, mais j'ai un bilan à défendre. Je ne vais pas venir parler de moi aujourd'hui. Si cette émission, c'était sur moi, j'aurais pu défendre mon bilan, parce que j'ai un bilan et la fonction me passe. C'était au poste de directeur général, poste ça, c'est des postes politiques, mais mon service que m'a bail. Et m'a énuméré au moment opportun. Mais ça me devait dire, ça me devait dire pour me tourner dans l'affaire pragmatique de constitution. Au niveau politique, ou pas un problème au niveau de l'exécutif qui détête. Mais c'est un choix que nous faisons avec la Constitution, ça, mais qui peut entrer dans la culture, nous, Premier ministre. Qui peut entrer dans la culture, nous. Quand il a parlé de, il a proposé un président, un vice-président, même ça, tout le pas entrer dans la culture, nous. On a voulu édenter le président de la République, mais on peut le faire à travers les pouvoirs de contrôle, les pouvoirs, renforcer la Cour des comptes, la Chambre des comptes, renforcer ce qui peut rester du Parlement avec le corps législatif à une chambre ou deux chambres, ce n'est pas encore le débat. Avec maintenant des institutions fortes. Nous avons, par exemple, le respect des droits de l'homme, le respect des abus et des administrateurs contre les administrés à l'intérieur de l'État avec le protecteur du citoyen. Enlever au ministère de l'Intérieur ce droit pour faire élection, j'enlève, renforcer les capacités de l'institution électorale, même au niveau de l'institution électorale. Mon dit ou pas qu'à créer un CEP, l'elfine font bagaille drôle contre ou fâché ou porter plainte, c'est devant encore ou porter plainte. Tout ça c'est bagaille pour nous réfléchir. Même avant d'arriver là, au niveau de l'application, nous ne va jamais entrer dans le conseil électoral permanent. Bien, c'est le jeu. On va faire une parenthèse. On a fait appel à la légistique. Depuis les réécrits Constitution, ça crée le Conseil électoral provisoire. Là. Les institutions de l'État sont permanentes. Les membres qui composent l'institution peuvent être nommés de façon provisoire ou siègent de façon provisoire. Qui ça peut te faire? Constitution, Jean te dit, fait là, toute institution pour là, pour te dire, en attendant que les 9 membres siègent suivant le mandat constitutionnel, n'a metté des monde provisoirement, mais c'est conseil, et puis tout pas rien, ni conseil électoral permanent, ni provisoire, conseil électoral d'Haïti, conseil électoral national. Quand nous avons au palais national un président provisoire, ça passe, et c'est la République qui est provisoire, les institutions de l'État sont toutes permanentes. C'est Mounio qui, de façon provisoire. Pour assurer stabilité. Trois questions pour fermer notre discussion, Emmanuel Ménard, par rapport à votre structure. Tout à l'heure, vous dites que cette force que vous voulez construire à travers cette structure politique, est passée par la jeunesse. Comment vous transmettez ces valeurs que vous prenez à cette jeunesse? Par la formation. Nous avons dans notre directoire des jeunes qui siègent parce que siégeant ou dirigeant des commissions permanentes, nous avons jeunesse l'ouverturienne. Ça, il y a venu même les commissions permanentes, puis mais qui mission nous allons avoir, nous ne pouvons pas nous prendre pouvoir pour nous allons faire des propositions et nous mettre maintenant en patte là. Quand nous parlons de la formation civique, formation, par exemple, bon exemple, nous avons de grandes compétences dans ce parti. Et bien pourquoi? Si le ministère de l'Éducation nationale veut, eh bien, nous devons de façon bénévole, mais suivant un calendrier bien déterminé, à l'offrir service, nous faire des cours de droit pratique. On va parler de ça qui exécuté qu'on y a au niveau de la force louverturienne réformiste. Ça qui exécuté qu'on y a là, ce sont les structures du parti que nous mettons à travers le pays. À quel niveau nous sommes en termes de représentativité nationale?
ce n'est pas un nouveau parti. Au niveau national, aux dernières élections, le parti faisait partie de plateformes rapprochées. Donc, comme c'est une plateforme où il n'y a pas dire tel monde, c'est tel élu lié, malheureusement, l'expérience n'est pas quimbé. Maintenant, par exemple, d'ici janvier, nous allons inaugurer le siège social avec la présentation de toutes les commissions permanentes et les commissions spéciales. Et là, ça, on peut toute qualité de monde qu'il a donné, on peut innovation ça, au petit monde 15 ans, qui c'est même gens là dans le scout, mais avant de dans le scout, on était dans l'ouvreau. Dans l'ouvreau, on a travail que on fait, on a prêter parce que processus d'apprentissage. Bien sûr, mais avec l'autorisation des parents. Pourquoi? Yo dit, et même gens longtemps, ils disent, moi, je pour monde, c'est musicien, c'est footballeur, c'est vagabond. Et puis, quand on est là, pour la politique, on dit tout le monde qui est en politique, moi, je soit l'en criminel, ou bien l'en volé, ou bien mon cher, parce qu'on ne peut pas rien au café. Eh bien, c'est la base, oui. Si nous quittons ces gens qui parlent de bien, qui parlent fort, parce que les gens qui parlent fort, ce n'est pas souvent les mêmes qui ont raison, eh bien, nous voulons enlever la parole à la racaille, nationale ou internationale. Donnons la parole aux femmes, aux jeunes, à la diaspora, aux paysans. Jusqu'à présent, c'est eux-mêmes qui ont nous manger. Et pendant qu'ils nous manger, bon, on en parenthèse sur l'agriculture. Mais, quelle que soit politique agricole ou bien qu'on est là, ou pas autosuffisant. Depuis les Haïti, il y a 27 000 km qui parlent là encore. Parce qu'il y a deux phénomènes, le phénomène de l'érosion et le phénomène de la solifluxion, qui est plus grave que l'érosion. Et puis, mon paysan te dit... Et le très mauvais aménagement du territoire, on a construit... c'est pas très... L'aménagement, pas fait. Et puis, bon Dieu continue à faire monde, il n'a pas continué à faire terre. Dans mon saut, pas loin. L'ente autosuffisant, il y a 1 million, 500 000 personnes, 2 millions. Maintenant, nous avons 13 millions, sans compter ça, ou pas compter. Donc, nous ne pouvons pas dire, même quantité de terre, qu'à bailler manger, nous devons avoir une politique agricole qui dit, ça pour manger ici, ça pour manger, ça bio pour nous vendre très cher sur le marché. Parce que qu'est-ce que nous veut? Haïtiens besoin de cob en poche, il a pas acheté salvé. La production nationale, ce n'est pas l'agriculture seulement. L'on est qu'on livre, l'on est font chanter, l'on peut font bel tableau. Il n'y a pas besoin de certificat, pas besoin de rien dans aucune institution internationale. Non, c'est là. Or, au niveau technologie, nous ne sommes pas compétitifs. Au niveau agriculture, nous ne sommes pas compétitifs. Mais au niveau culturel, au niveau de l'artisanat, au niveau sportif, nous devons, la troisième voie, créer les industries sportives, les industries culturelles, les industries de l'artisanat, artisanaux encadrés. Eh bien, c'est de façon pragmatique, oui. Vous connaissez combien de monde qui ont œuvre, qui a pourri dans le tiroir, qui mourir du fait de passer pour un tremblement de terre là avec eux. Alors que l'argent n'a pas cherché, la valeur ajoutée n'a pas cherché. On troupe de danse la Russie. Il quitte la Russie pendant l'hiver. Là, il fait 6 mois, il passe à travers le monde. Qui ça a fait? Représentation. Il a dansé, il a dansé. C'est l'argent, oui. C'est dollar américain, c'est l'euro qui a rentré. La diffusion de la culture. Qui ça nous fait avec les... Nous pas faire rien. Il y avait un projet des académies de sport dans chaque département. Pourquoi nous pas gagner l'école professionnelle? Ou pas besoin d'un gros l'école professionnelle, ou faire avec l'exception de la région. On zone par exemple, et nous font pile papier mâché. Ou mettons l'école professionnelle là pour encadrer les gens. On zone ces zones touristiques, ou l'école hôtelière, parce que vous avez bien l'hôtel, vous avez besoin de gens qui sont bien formés. On zone cette agriculture, vous mettez des bagages pour nous faire transformation, parce que nous avons tout raté. Nous ratons tout très. Mais la train technologie, nous ne pouvons pas rater là. C'est pourquoi la jeunesse est impliquée. Est-ce qu'on est, pas qu'on est sur le monde déjà? N'importe ordinateur ou bien téléphone, smartphone qui est intelligent, un petit monde 4 ans, sans qu'il ne parle pas l'anglais, il développe pour... C'est son temps, c'est son temps. On a compris bien, pour les dans sociales. ce cas, eh bien, c'est l'intelligence des conjonctures. Nous devons saisir les opportunités. Saisir les opportunités. Le génie de ce peuple,
l'énergie, la force qui se dégage dans cette jeunesse. Nous ne pouvons pas quitter le pays pour aller au Chili, pour aller au Mexique, pour aller prendre humiliation. Ma dernière question, Emmanuel Ménard, pour vraiment clore le débat. Et quitte à ce que c'est après, valeur ça que vous avez prêché là, vous venez implémenter à travers le renforcement structure que vous mettez sous pied, et que ce soit par la prise du pouvoir ou bien dans alliance avec des autres forces pour vraiment arriver dans l'implémentation. Ça va vendre là comme valeur, comme nouveau paradigme politique. Mais en attendant par rapport à la conjoncture, il y a un dialogue qui est engagé. Et il y a essayé comment on est capable de concilier les idées et les intérêts pour dégager un pacte de gouvernabilité pour avancer, ne serait-ce que sur le moyen terme, ou intéressé avec dynamique ça, ou consulter la DANI, ou bien, même si vous campez de l'autre côté, vous regardez, puisque vous êtes la troisième voie, selon vous dire, ou bien on analyse, plus ou moins optimiste par rapport à la mise en place et processus de dialogue ça. Dès que m'entends des Haïtiens qui n'ont pas même l'idée, chita pour y parler, je suis content. Parce que moi, je ne suis pas pessimiste, et toujours optimiste de nature, même si je suis pas d'un optimisme pour me dire depuis chita. Nous ne sommes pas intéressés pour une chita, pour nous défalquer ministère, défalquer direction générale, défalquer job à l'étranger. Nous avons besoin de nous chita pour nous mettre nous ensemble, pour nous dire qui gens nous craser le système qu'il a. Mais quel que soit le monde nous mettons dans le système qu'il a, ce système qui a broyé le monde, eh bien, on mettait nous ensemble pour nous broyer le système. Et si nous nous mettons ensemble, pour dire ensemble, qui l'autre système n'a construit ensemble, pour nous bailler un autre avenir à jeunesse là, eh bien, ensemble, le président Jovenel a une chance extraordinaire. Transition que pas jamais faite là, reste mandat là, il doit être le président de la transition. Cette transition, pour le mettre au-dessus de tout, pour convoquer les gens qui ne parlent pas, les gens qui remènent, les gens qui ne parlent pas, les gens qui veulent, pour nous cacher ensemble, pour nous dire, mais ça pour nous faire, pour nous sauver. Parce que, moi, je dis aussi parole. On dit souvent, un pays ne meurt pas, ce n'est pas vrai. Si nous continuons, je n'ai pas continué. J'aimerais ne pas avoir raison. Dans moins de 25 ans, Haïti sera ce désert programmé. Et programmé par ceux assez souvent qui viennent de l'étranger nous donner des leçons de démocratie liberticide. Pour quel monde qui aider, il a aidé nous. Mais c'est nous-mêmes qui pouvons prendre destin nous en main. C'est pourquoi l'emblème de la force louverturienne, c'est une main gauche avec les doigts en vue, au creux de laquelle il y a le palmis de la liberté qui symbolise la jonction entre le haut et le bas et la jonction entre toutes les générations pour offrir à la jeunesse des lendemains meilleurs. Et on sait combien vous êtes attaché au symbole, qu'il soit spirituel ou pas. Emmanuel Ménard, merci de votre participation à notre émission. Merci d'avoir été notre invité du midi. Nous espérons rejoindre nous. On l'autre là pour nous débattre sur un autre sujet, puisque Takou Oudilla, il faut vraiment, dans ce pays, commencer par donner la parole à d'autres voix. Évitons de toujours prioriser la racaille, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure pour vous citer. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à l'espace de l'invité du midi sur la télévision Caraïbe. Nous sommes bien contents pour vos numéros ça. Restez branchés, la chaîne 22, c'est la meilleure. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Portez-vous bien et excellente fin de journée.